2,50 € s'il vous plaît. Mais en fait, c'est juste que vous n'aimez pas le jeu vidéo. Ah, le jeu vidéo. Certains d'entre vous sont probablement surpris de nous voir aborder un tel sujet. Pourtant, les idées reçues là-dessus ne manquent pas, et les joueurs que nous sommes ne pouvaient assister à cela sans réagir. Les clichés les plus moqués nous viennent, bien sûr, des néophytes. Nous avons tous vu ces extraits de journaux télévisés dans lesquels un journaliste tentait un parallèle hasardeux entre la tuerie tragique commise par une jeune personne et sa consommation de jeux vidéo. Seulement, pour peu qu'on fasse quelques recherches, on constate assez vite que les différents divertissements un tant soit peu cathartiques ont tous, à un moment ou un autre, été vus comme la cause possible d'agissements néfastes. Platon, dans La République, nous expliquait que les chants homériques et leur caractère épique pervertissaient la jeunesse en lui donnant le goût de la violence et du sang. Sans doute l'homme a-t-il trop souvent tendance à confondre la cause et la contiguïté. Est-il besoin de rappeler que Jacques l'Éventreur n'a pas eu besoin de GTA pour développer une haine de la prostituée ? Les personnes qui pensent que l'insécurité augmente depuis l'apparition du jeu vidéo devraient peut-être réfléchir à la hausse de leur consommation d'informations télévisées. En tout cas, lorsqu'une personne décide de prendre une mitrailleuse et de tirer au hasard dans les rues d'Oslo pour enrayer la montée de l'islam en Europe, le problème est sans doute plus profond qu'une consommation excessive de Meuporg. Surtout que les mitrailleuses se font rares dans les MMORPG. Les massacres à l'épée dans les lycées américains aussi d'ailleurs. On nous explique aussi régulièrement que le jeu vidéo nous abrutit. À ce sujet, les études se contredisent. Certaines nous disent que l'imagination et l'intelligence pâtissent de la consommation vidéoludique. D'autres nous montrent à quel point la rapidité de réaction en est augmentée. D'autres encore affirment même que les capacités de réflexion seraient plutôt améliorées. Cela pourrait aussi ralentir le processus de vieillissement cérébral. Bien sûr, la recherche à ce sujet en est assez balbutiement et ne dispose pas d'un recul suffisant. Ces conclusions doivent être prises avec des pincettes, qu'elles fassent pencher la balance d'un côté ou de l'autre. De toute façon, ce que l'on constate assez vite, c'est que tout le monde joue, du moins chez les moins de 35 ans. Que l'on soit riche ou pauvre, citadin ou campagnard, femme ou homme, beau ou laid, nous nous faisons tous au moins une petite partie de temps en temps. Et ceux qui déclareraient sans rire que les jeunes d'aujourd'hui sont des idiots devraient se repasser la chanson bien connue de Brassens. Une chose est sûre, comme dans tout, la modération est de mise et le mal qui peut résulter de notre rapport au jeu se situe surtout lorsqu'il est consommé en trop grande quantité. Admettons tout de même que, la plupart du temps, ces désagréments sont imputables à un mal-être plus profond et auraient sans doute pu arriver même sans jeux vidéo. La plupart des gens sont désormais des joueurs. Les clichés véhiculés par les néophytes à travers les médias deviennent donc ridiculisés, si ce n'est ignorés. Mais malheureusement, la plupart des idées reçues sur ce sujet est véhiculée par la communauté des gamers elle-même. Les joueurs étant de plus en plus nombreux, les différentes façons de jouer se multiplient pour finir parfois par s'affronter par clans interposés, souvent sur internet. Le fan de Miyamoto critique le féru de Call of Duty, qui se moque de la prétention du joueur de FaZe, qui rit de la mère au foyer devant Farmville. Chacun y va de son argumentaire très ficelé pour prouver à ses opposants que son jeu préféré est objectivement le meilleur. On assiste donc à des échanges virulents à la rhétorique travaillée entre partisans de la série des Mario Bros et ceux dont le cœur balance du côté des Final Fantasy, par exemple. Souvent la scission vient de là, une personne trouve une communauté qui... Mec, parle pas de Final Fantasy, c'est trop hypé. Parle plutôt de Deus Ex, parce que ça, moi, c'est... Attends, comment ça, Final Fantasy, c'est trop hypé? Bah oui, Deus Ex, c'est quoi? C'est Robocop dans le futur? Deus Ex, c'est trop deep, ça se passe à Détroit. Mais mon gars, Final Fantasy 5, Final Fantasy 6, Final Fantasy 7, Jacques Brel, Nobuo Uematsu, Chocobo, les Chocobos, mon gars, les Chocobos. Bref, souvent la scission vient de là. Une personne trouve une communauté qui joue comme elle et se trouve confortée dans sa position qui devient donc celle que tout le monde devrait adopter. Un élitisme secret, entretenu par l'esprit grégaire et l'incompréhension des personnes qui ont un comportement de jeu différent.
Ainsi, plusieurs clans sont facilement identifiables. Il y a les rétro-gamers qui ne jurent que par leurs vieilles consoles poussiéreuses et leurs anciens PC soigneusement conservés dans leur emballage d'origine. Pour eux, souvent, la nostalgie éprouvée est gage de qualité et rien de mieux que ce qui a été créé il y a au moins 15 ans ne pourra jamais se faire. Ils éprouvent une certaine fierté à posséder le maximum de vieux jeux et à en exploser les scores. Sans doute cela a son charme, mais à s'enfermer dans ce que l'on connaît trop, on risque peut-être de passer à côté de joies plus grandes encore. D'autres pensent que le jeu se doit d'être avant tout un système, comme Mario. Tout, dans cet univers, est effectivement soigneusement pensé pour rendre facile et agréable l'expérience du joueur, de la forme des Goombas qui incitent à sauter dessus, à la carapace de la tortue qui ne demande qu'à être éjectée à grands coups de pied. On peut comprendre le plaisir et l'admiration ressentis pour ce travail, mais cela frise le ridicule quand il alimente le mépris pour des jeux dont le principal attrait est scénaristique ou artistique. On a aussi les hardcore gamers ou aspirants PGM, pour qui le jeu vidéo est un mode de vie qui n'a de valeur que dans l'expertise, la maîtrise complète et la connaissance encyclopédique. Ils tirent à boulet rouge sur les casus et leur reprochent une prétendue descente aux enfers de boîtes comme Nintendo depuis leur arrivée dans les rangs des joueurs. Il va sans dire que l'élitisme que ces personnes peuvent afficher ne provoque que l'aversion des joueurs occasionnels et ne permettent en aucun cas au milieu du jeu vidéo de s'améliorer dans le sens qu'ils désirent. Les casus leur rétorquent bien souvent maladroitement que le jeu vidéo n'est qu'un jeu et que prendre les choses tellement à cœur frise la folie, sans comprendre la passion que cela représente pour eux et les qualités intrinsèques des jeux auxquels ils jouent entre amis. Les clans sont tellement nombreux que tous les nommer est impossible. Nous aurions pu aussi évoquer ceux pour qui le jeu vidéo se doit avant tout d'être beau et devenir œuvre d'art, comme Journée ou Flower, et qui se pâment devant la poésie dégagée, affichant un profond mépris pour les personnes que ces qualités laissent indifférentes. On imaginerait presque, en les écoutant, avoir affaire à de véritables albatros baudelairiens, contemplant leur téléviseur comme des poètes maudits, la manette en guise d'aile. D'autres encore ne jurent que par les jeux indépendants comme Braid, Limbo ou encore Fez. Souvent, leur passion tend à engendrer la haine envers les AAA comme Skyrim ou Tomb Raider, manquant selon eux d'originalité et de bon goût. Les seuls créateurs vraiment libres, et donc prolifiques, seraient les indépendants. Les jeux indépendants ont évidemment de grandes qualités qu'il serait dommage de passer sous silence. Ils permettent de nombreuses innovations, notamment du côté du gameplay et de l'expérience ludique en elle-même. Nous n'en sommes qu'aux prémices, et les innovations futures, rendues possibles par les diverses collaborations, sont très prometteuses. Mais les plus grandes avancées en matière de scénario et de réalisation viennent bien souvent des jeux à gros budget, en raison aussi des moyens à disposition. Les deux versants s'alimentent donc réciproquement, se répondent et se façonnent mutuellement sans cesse. De plus, l'étiquette d'indépendant tend de plus en plus à devenir un argument marketing avant tout qui peut berner les plus naïfs d'entre nous. On connaît tous une personne pour qui ce qui compte avant tout dans l'achat d'un jeu est l'image que cela renvoie à ses connaissances. Les amateurs de jeux indés peuvent d'ailleurs amuser, en expliquant à qui veut l'entendre que les jeux mainstream sont des occupations de moutons, tout en achetant le moindre jeu dont leur forum favori vantera les qualités et l'originalité, sans vraiment se soucier de rester objectif. Il existe même des batailles sur les plateformes utilisées. Les joueurs PC affrontent les joueurs consoles, qui eux-mêmes s'affrontent entre partisans de Microsoft, de Sony ou plus rarement de Nintendo. Une telle vénération ne serait pas si grave si elle n'était pas aussi répandue chez les personnes de notre génération. Cela nous paraît tellement naturel de choisir un peu notre camp en achetant Android plutôt qu'iPhone ou PlayStation plutôt qu'Xbox. Mais prendre un minimum de recul à ce sujet permet de percevoir le ridicule de la chose et les plaisirs dont on se prive par simple peur de renvoyer une mauvaise image de soi. Toutes ces disputes ont l'inconvénient de desservir les causes qu'elles sont censées défendre. Mais surtout, elles laissent aux non-connaisseurs une impression d'infantilisme dans le milieu vidéoludique dont il serait temps de se départir. Heureusement, les choses semblent évoluer dans le bon sens à ce niveau et les occasions où on l'accuse de tous les maux se font de plus en plus rares. Tout comme le cinéma à ses débuts, le jeu vidéo aura longtemps été décrié. Il aura fallu, à l'un comme à l'autre, de nombreuses années pour obtenir la considération méritée. Il faut dire que dans les deux cas, de l'arrivée du train en gare de La Ciotat à 2001 l'Odyssée de l'espace et de Pong à Shenmue, l'évolution est flagrante. Le cinéma, en un siècle, est devenu un art majeur respecté de tous, et le jeu vidéo est également en passe d'y parvenir en moins de temps encore.
Car si ce n'est pas un art, ça y ressemble tout de même grandement. Déjà parce que le jeu vidéo a cet avantage d'utiliser presque tous les autres. Mise en scène, musique, photographie, illustration, le jeu vidéo s'alimente des différents arts pour les réadapter selon ses codes et le résultat peut parfois nous subjuguer. Qui ne s'est jamais extasié devant le paysage d'un jeu? Qui ne s'est jamais ému d'un dénouement inattendu, d'un message transmis par les scénaristes, d'un personnage attachant comme Clémentine de The Walking Dead? Le jeu vidéo a également un langage propre qui permet d'exprimer des choses d'une manière impossible auparavant, le game design. Ces codes, tels que le level design, la narration procédurale ou le choix du type de jeu, sont autant de manières qui conditionnent et permettent aux créateurs d'exprimer des idées et des émotions, et aux joueurs de vivre des expériences jusqu'ici inconnues. D'ailleurs, de vrais créateurs, désormais reconnus, émergent depuis quelque temps et nous sommes de plus en plus nombreux à leur rendre les hommages qu'ils méritent. Suda Goichi et Killer 7, Miyamoto avec Mario et Link, Eric Chahi et son Another World, nous avons tous notre favori et parfois les mots nous manquent pour exprimer ce qu'ils nous ont transmis à travers leurs œuvres. Bien sûr, tout ceci est relativement récent et il reste encore énormément de pistes à explorer pour utiliser ce média au maximum de ses capacités. Heureusement, remarquez, cela nous permet de les découvrir ensemble et beaucoup de choses laissent entrevoir un futur plutôt réjouissant. Hideo Kojima avec Metal Gear Solid, par exemple, a laissé entrevoir beaucoup de possibilités qu'offraient les jeux. En faisant changer la manette de port pour pouvoir progresser, et donc en faisant sortir le jeu de l'écran, en poussant à son paroxysme l'identification du joueur avec le personnage, ou en utilisant les données de la carte mémoire, il a marqué l'imaginaire de beaucoup. Il a aussi fait sortir les créateurs des sentiers battus en les influençant grandement. Avec la célèbre fin méta de Metal Gear Solid 2, il a déboussolé de nombreux joueurs qui ne s'attendaient à jouer qu'à un simple jeu d'infiltration. Il les a forcés à s'interroger sur leur relation avec le jeu vidéo, sur ce qu'ils attendaient d'une suite, mais aussi sur les dangers et les promesses d'internet et des nouvelles formes d'expression numérique. Plus récemment, Spec Ops The Line a également montré que le jeu pouvait être autre chose qu'un film dont on est le héros, ou un simple enchaînement de combinaisons de touches en vue de gagner un maximum de points. Si les choix qui s'offrent aux joueurs devant son écran sont illusoires, c'est avant tout pour renforcer le destin tragique du héros face à l'horreur de la guerre. Tout est fait pour que le joueur s'identifie et souffre avec lui. Le game design qui le force à des contemplations macabres, les tempêtes de sable qui l'isolent, les décisions dont les conséquences peuvent s'avérer désastreuses et que les PNJ condamnent avec virulence. Mais surtout, le jeu reprend tous les codes des TPS actuels pour les retourner contre eux et mettre le joueur face à son comportement devant l'écran. La scène de bombardement, obligatoire dans tout jeu de tir moderne, devient le théâtre d'un conflit interne violent chez le personnage comme chez le joueur. On ne ressort pas de cette expérience indemne. Une thèse a d'ailleurs été écrite par le chercheur australien Brendan Keogh. C'est dire si le sujet est dense et peut facilement rivaliser avec de nombreux romans. En plus de nous émouvoir et de réfléchir de plus en plus sur lui-même, le jeu vidéo est souvent porteur de messages politiques et philosophiques que les critiques ignorent trop souvent. Quand les médias accusent GTA de rendre ses adeptes violents, on voit qu'ils n'ont pas pris la peine d'aller plus loin que la recherche d'extraits orientés sur YouTube ou l'observation distraite de leur enfant en train de faire une partie. Le propos de ce jeu est bien de dénoncer une Amérique de plus en plus individualiste, violente, cupide et décadente. Dans le 4e épisode, Niko Bellic n'a de cesse d'ironiser sur la prétendue liberté qu'il est venu chercher en émigrant de sa Serbie natale après la guerre. De petites frappes sans le sou, il devient un des grands pontes de la pègre de Liberty City, caricature de New York, à force de meurtres, de trahisons et d'argent sale. Mais cette mégalopole finira par le laisser plus seul que jamais et rongé de remords après une série de désenchantements de plus en plus difficiles à affronter. Et ce jeu n'est pas le seul à servir de tremplin à la réflexion. Tandis que Deus Ex nous offre les prémices d'une réflexion cyberpunk assez fine sur le transhumanisme, la série des BioShock nous propose des univers mêlant onirisme et réflexion sur le totalitarisme. Le côté grotesque et ubuesque des univers et des personnages sont tellement construits et travaillés qu'ils nous laissent des impressions assez singulières et marquantes. La culture vidéoludique est tellement variée qu'elle devient le lieu d'affrontement entre clans, un peu comme les fans de différents styles musicaux qui s'affrontent, dans un masochisme apparent, à coups de commentaires irrespectueux sur les vidéos YouTube des artistes qu'ils détestent. Si le jeu vidéo peut réunir autant de gens différents que le PGM, le casu, le fou d'indé, le rétro gamer et le fan de FIFA, c'est bien parce qu'il offre un contenu très varié qui peut tous nous satisfaire. Tout comme dans le cinéma, les différentes œuvres s'adressent à différents publics.
Voir un jeu dont les prétentions sont purement ludiques, comme PES ou Counter-Strike, par le prisme d'une vision artistique ne peut que conduire à la frustration et à la colère. Rechercher dans un jeu indé des innovations techniques poussées est souvent voué à l'échec. Regretter l'absence de messages politiques dans Bomberman serait tout aussi absurde. Des gens comme Kojima ont supposé des bases solides, mais la relève est là, et semble avoir beaucoup à nous proposer. L'expérience de jeu se diversifie encore chaque jour, notamment avec les écrans tactiles, le partage sur les réseaux sociaux ou encore le multijoueur massif. Elle a aussi permis et permet chaque jour à nombre d'entre nous d'aller vers les autres en leur proposant des contenus vidéo sur YouTube, en créant des mods pour Skyrim ou Minecraft, en construisant une vraie culture variée et alternative à beaucoup de personnes qui se la partagent sur les forums et les sites. Cette culture vidéoludique est loin d'exclure la culture plus académique dont certains anciens peuvent redouter la disparition prochaine. Bien au contraire, souvent le jeu peut servir de tremplin vers l'histoire, la littérature ou la philosophie. Les jeux permettent à de nombreuses personnes, chaque jour, de vivre des émotions formidables en prenant part à des actions, cessant ainsi d'être des spectateurs passifs d'œuvres figées. Ces codes rendent les expériences de plus en plus riches, variées et profondes. Une communauté de fans grandit, vit et partage chaque jour sur un contenu dont les messages n'ont rien à envier au cinéma ou à la littérature. Soyons-en fiers et tâchons d'alimenter chaque jour un peu plus la machine. Les discours apeurés et les mises en garde sur le jeu vidéo vont, heureusement, devenir de plus en plus rares. Reste aux gamers eux-mêmes à adoucir leurs discours et interroger leurs préjugés et leur rage envers ceux qui ne jouent pas comme eux. Nous vivons tous d'excellents moments grâce aux jeux vidéo et il est dommage de les gâcher avec des discussions stériles. Sachons plutôt partager nos découvertes et accueillir celles des autres avec l'esprit ouvert et surtout construire ensemble, à travers nos volontés et nos envies, les joueurs de demain. C'est quand même le best game ever. Hein. Ah ça va, c'est le BG. Ça va les gars, c'est pas Deus Ex non plus. Oh toi ta gueule. Cyber Shiba